Le mental en escalade, une conférence de Léo Dechambou à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Animation Clémentine Junique. L'intervenant de ce soir, c'est Léo Dechambou. Il est préparateur mental. Il écrit dans Grimper Magazine aussi pas mal sur le sujet. Peut-être certains ont déjà lu des articles. Et il a surtout écrit un livre que vous pourrez vous procurer par la suite qui s'appelle Le mental du grimpeur et qui est tout récent puisqu'il est sorti ce printemps 2022 aux éditions Glénat. Pour en arriver là, il a un parcours universitaire du coup de STAPS pour ceux que ça intéresse, d'abord à Grenoble et ensuite un master de psychologie du sport et de la performance à Montpellier. Il encadre le pôle jeune justement en préparation mentale à Voiron, pardon. Et du coup aussi les DGEPS escalade sur toute cette partie préparation mentale. Et il travaille avec plusieurs organismes, dont le collectif Mental Expérience Mont Blanc, donc qui est un collectif qui regroupe plusieurs préparateurs mentaux pour divers sports ici dans la vallée. Ce soir, on trouvait que c'était une thématique qui avait toute sa place à l'ENSA, puisque ça fait quand même pas mal d'années que l'ENSA se penche sur l'aspect mental, que ce soit en alpinisme, dans le ski, que ce soit les émotions ou tout ce qui est préparation mentale, autant pour la progression que pour la performance. Et ce soir, c'est vraiment ces deux thèmes-là qu'on va aborder avec Léo. Je vais passer la parole à Léo, après on aura un petit entretien et à la fin, gardez vos questions. Il y aura une série de questions ouvertes et suivies d'une séance de dédicace pour ceux que ça intéresse. Merci à vous. Je laisse la parole à Léo. Ok. Alors, ce soir, on va parler de préparation mentale en escalade pour la progression et pour la performance à plus ou moins haut niveau. On va aborder plusieurs thèmes. Donc, on commencera par parler de motivation, de dynamique de cordée. C'est des choses qu'on va pouvoir trouver intéressantes et en falaise, et en bloc, et en grande voie, et en alpinisme également, mais là on restera plutôt sur l'escalade. Après on verra ce que c'est que la préparation mentale, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler et sur quoi est-ce qu'on va pouvoir intervenir. On parlera de fixation d'objectifs, on parlera de gestion des distractions, de visualisation, de gestion de l'activation et de la gestion des peurs, notamment la peur de la chute en escalade. Pour commencer, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment on allait fonctionner. Régulièrement, à chaque début de ces chapitres, je vais vous poser une ou deux questions et puis si vous vous sentez concerné, vous pourrez lever la main pour voir un petit peu où on en est dans la salle et voir à quel point les personnes qui sont installées ici sont concernées et peuvent se retrouver dans les problématiques qu'on aborde. Donc pour voir si c'est bien compris, juste je voulais essayer avec une ou deux questions. Donc ceux qui grimpent dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main pour voir un petit peu? Il y a pas mal de personnes. Ceux qui ont déjà entendu parler de préparation mentale, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok. Ceux que ça intéresse, la préparation mentale, et qui sont intéressés par cette présentation, est-ce que vous pouvez lever la main aussi? Ok. Et ceux qui sont venus sous la contrainte? Ok, bon, pas grand monde. Ça va, je vais essayer de gérer ces personnes. Alors, je voulais commencer en parlant de motivation. Les motivations, c'est vraiment ce qui va nous animer dans nos pratiques. Il faut imaginer, pour ceux qui ont envie de faire un petit peu de mathématiques, qu'une motivation, c'est comme un vecteur, donc qui a une intensité, une direction et un sens. Donc, est-ce que je suis très motivé ou peu motivé? On verra après que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vers quoi s'oriente ma motivation? Et est-ce que c'est une motivation qui est plutôt orientée vers l'approche de mon objectif? Donc, j'ai envie d'enchaîner cette voie en tête ou je n'ai pas envie de tomber dans cette voie en tête. Donc ça, ce sera le sens de la motivation. Donc on continue avec les questions pour voir à quel point est-ce que ce sujet peut vous toucher dans vos expériences de grimpeur. Si vous ne grimpez pas du tout, vous pouvez imaginer ça pour une autre activité. Donc est-ce qu'il vous arrive d'avoir moins envie de grimper parfois, ou bien de grimper en éprouvant moins de plaisir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre,
ou pour avoir bonne conscience? Est-ce que ça arrive à certaines personnes ou vous êtes toujours à bloc? Ok. Donc on va voir un petit peu ce que c'est que la motivation. Donc pourquoi est-ce qu'on grimpe? Pourquoi est-ce qu'on pratique de manière aussi assidue? Pourquoi on cherche à progresser, à être de plus en plus à l'aise? Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne pour être de plus en plus fort? Et pourquoi est-ce qu'on vient assister à des conférences sur la préparation mentale en escalade? C'est les réponses à ces questions, c'est aussi ce qui va définir notre motivation. Donc déjà, essayer de progresser, de grimper de mieux en mieux, d'être de plus en plus agile, et ça va nous permettre d'avoir un spectre de plaisir en escalade beaucoup plus varié, beaucoup plus vaste. Donc tout simplement, grimper, chercher à progresser, ça va nous emmener vers ces champs des plaisirs beaucoup plus larges. Ensuite, il y a les théories de l'autodétermination et du bien-être psychologique qui rentrent en jeu. Donc là, c'est plutôt relatif à l'inné. Il faut savoir qu'on recherche sans cesse et qu'on est dans un état d'équilibre psychologique quand on satisfait le besoin de compétence, donc c'est se sentir compétent dans ce qu'on fait, quand on satisfait également le besoin d'autonomie et quand on satisfait notre besoin de lien social. Donc le fait de pratiquer une activité, notamment une activité sportive et notamment l'escalade, ça va nous permettre de satisfaire ces 3 besoins psychologiques fondamentaux. Et ça va aussi nous orienter vers une motivation plutôt intrinsèque, orientée vers les sensations, vers l'apprentissage et vers l'accomplissement. L'accomplissement, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Donc là, du coup, c'est assez grand. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas juste motivé ou pas motivé. Notre motivation, elle se place sur un continuum entre la motivation et les motivations intrinsèques dont je vous ai parlé, avec des motivations extrinsèques au milieu, avec à régulation externe. Donc là, ça va être quand on fonctionne au système de la punition ou de la récompense. Ensuite, des régulations introjectées. Donc là, ça va être quand on culpabilise de ne pas aller grimper. On peut retrouver ces problématiques dans le sport santé, le sport bien-être. Ensuite, ça va être des motivations extrinsèques à régulation identifiée, donc juste ici, où là, on n'aime pas forcément ce qu'on fait, par exemple l'entraînement, mais on sait que ça va nous servir pour se sentir performant et progresser dans les choses qui nous apportent réellement du plaisir. Et la régulation extrinsèque à régulation intégrée, ça va être plutôt tout ce qui fait appel à nos valeurs. Par exemple, je pratique l'escalade en milieu naturel parce que c'est important pour moi de pratiquer dehors et d'être dans la nature. Et après, c'est les motivations intrinsèques dont je vous parlais, où là, on pratique vraiment pour le plaisir que nous apporte l'activité, à savoir l'apprentissage, l'accomplissement, donc atteindre ses objectifs, et les sensations qu'on éprouve. L'idée, ça va être au maximum d'orienter nos motivations vers des motivations extrinsèques, parce que ça va être synonyme d'une activité qui perdure dans le temps. Si on n'est pas au maximum de ce côté-là du continuum, il y a des risques d'arrêt, en sachant qu'on n'est jamais tout à fait ici et que nos motivations, elles sont multiples. Nos motivations, elles se construisent aussi autour des récits, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend raconter. Et c'est comme ça qu'on construit nos pratiques, en voulant reproduire des récits, des histoires qu'on a vues. Et c'est la même chose dans toutes les activités, mais notamment en escalade et dans les activités de montagne, où les récits vraiment enrichissent l'activité. Donc là, on va être plutôt dans quelque chose d'extérieur. Et ensuite, ce qui va encore compléter notre envie de progresser, d'être de plus en plus fort, c'est qu'en fait, le sport moderne, c'est une pratique plutôt capitaliste, qui a été inventé avec la standardisation des distances, notamment en athlétisme, en même temps que le capitalisme et la notion de record. Dans les années 80, en même temps que les sports de glisse, donc le ski, le surf, toutes ces activités, on est passé sur plutôt privilégier une qualité de corps plutôt qu'une quantité de corps. Donc avant les années 70-80, il y avait plutôt des activités à la mode comme le bodybuilding, où on essayait vraiment d'amasser une quantité de corps importante. Et ensuite, on est plutôt passé sur un corps agile, un corps habile qui sait se débrouiller partout. Et du coup, on s'inscrit aussi
dans cette pratique du sport, et c'est ça qui pousse les pratiquants des activités sportives, et donc les pratiquants d'escalade aussi, à chercher, à progresser, à être de plus en plus forts. Donc là, on a vraiment vu un ensemble de choses qui nous poussaient à progresser. Ça, c'est une partie. On a vu les besoins psychologiques fondamentaux et on a aussi vu la motivation intrinsèque vers laquelle on essaye plutôt de s'orienter. Donc en fait, quand on va fixer nos objectifs, il va vraiment falloir orienter nos objectifs vers ce qu'on aime faire, vers ce à quoi on aspire, et même aller jusqu'à inventer nos pratiques sans forcément rentrer dans les pratiques les plus traditionnelles, si ce n'est pas celles qui nous parlent le plus. Donc là, c'était pour la motivation. On va voir après, notamment avec la fixation d'objectifs, comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir sur cette motivation. Pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, on a vu dans les besoins psychologiques fondamentaux qu'il y avait le besoin de lien social. Et en escalade, ce qui est super important, c'est cette cordée, en alpinisme également. Et on va voir comment est-ce qu'on peut appréhender cette cordée et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, sur quoi est-ce qu'on peut se focaliser pour renforcer l'efficacité et la cohésion dans une cordée. Donc, est-ce que, on refait les mains levées, est-ce que vous vous sentez totalement en accord avec votre partenaire de grimpe? Est-ce que vous partagez des objectifs communs? Est-ce que votre communication elle est fluide et que vous vous sentez toujours mutuellement apporté à la cordée? Donc est-ce que vous vous retrouvez complètement là-dedans ou est-ce que des fois ça bug? Donc là c'est ceux pour qui ça bug ou c'est ceux pour qui ça se passe bien? Ok. Alors, pour répondre à ce besoin de lien social et pour optimiser le fonctionnement d'une cordée, il va falloir s'intéresser à la dynamique de groupe et notamment à la cohésion. Donc la cohésion, c'est pas juste bien s'entendre et être content d'aller boire des coups après la grimpe, même si c'est une activité très honorable. La cohésion, ça va être comment est-ce que je me sens utile pour le groupe, donc là, dans ce cas-là, pour la cordée. Ça va être comment est-ce que je me sens appartenir à la cordée en tant qu'entité sociale. Comment est-ce que je sens cette cordée efficace et comment est-ce que je sens cette cordée unie socialement. Donc ça va être les 4 critères de la cohésion sur lesquels on va pouvoir essayer d'agir pour renforcer l'efficacité d'une cordée. Ensuite, il va y avoir la clarification des rôles dans la cordée et des normes qui va être très importante. Donc, qui est-ce qui gère le matériel, qui est-ce qui gère les horaires, qui est-ce qui gère le pique-nique, qui est-ce qui... Enfin, voilà. Toutes ces questions-là, donc sur les rôles, ça va être très important pour augmenter l'efficacité d'une cordée. Les normes, ça va être tout ce qui est informel, mais qui se fait dans ce groupe-là. Donc, la façon dont on se dit bonjour, la façon dont on parle. Ça paraît vraiment minime, mais c'est des choses qui vont en fait renforcer et unir le groupe et dans ce cas-là la cordée. Ensuite, il va falloir se créer des objectifs communs et les clarifier. Et ensuite mettre en place un ensemble de situations pour favoriser l'expression, l'échange et l'écoute dans le groupe. Dans le cas des cordées, donc en fait c'est les mêmes études que sur les groupes, mais vraiment sur des groupes de 2. On met en avant l'intérêt de travailler sur la proximité, donc c'est vraiment sur la connexion affective entre les 2 membres de la cordée, sur l'engagement, donc ça c'est l'envie des 2 membres de la cordée à maintenir cette collaboration dans le temps, et sur la complémentarité, donc ça c'est la perception de l'efficacité de la cordée, du fait qu'elle fonctionne bien. Donc tout ça, ça va être des perceptions, c'est pas rationnel, mais en gros on va pouvoir travailler pour augmenter ces 3 critères. Donc si vous avez envie d'avoir une cordée efficace qui fonctionne bien, c'est un ensemble de choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous focaliser, accorder de l'attention pour être plus efficace. Donc maintenant on va parler préparation mentale à proprement parler. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Et on parlera ensuite d'habileté mentale. Donc c'est les petits chapitres de ma présentation qui suivaient au début. Donc, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale? Est-ce que c'est, comme on peut le lire, dompter son mental, forcément dépasser ses peurs,
plus avoir aucune faille? Est-ce que c'est le coup de pouce qui va nous faire devenir le plus fort grimpeur du monde? Est-ce que c'est de l'optimisation de la performance? Est-ce que c'est organiser sa pratique de manière équilibrée avec le reste de notre vie, en sachant que généralement, il n'y a pas que l'escalade, on est aussi obligé de côtoyer d'autres personnes parfois. Voilà. Donc la préparation mentale, à mon sens, c'est deux aspects différents. Il y a l'accompagnement psychologique qui va être le fait d'aider la personne, le grimpeur, à articuler justement son projet sportif avec son projet global, donc je sais pas, avec la vie professionnelle, avec la vie affective, avec les projets scolaires, pour qu'en fait le projet sportif ne prenne pas le pas sur le reste et qu'on se retrouve dans le cas d'une situation obsessionnelle, d'une passion obsessionnelle, ce qu'on retrouve souvent en escalade. Une passion obsessionnelle, c'est un rapport addictif à l'activité escalade, où c'est l'activité qui contrôle l'individu et pas l'inverse. Ensuite, comment faire? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est des promesses? Est-ce que c'est un travail au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose de planifié, d'organisé autour des objectifs de la personne et de ses problématiques individuelles? Bon, les questions, elles découlent sur la réponse qui me... Ah, je vous ai pas parlé de la... Pardon, excusez-moi. Je vous ai pas parlé du deuxième aspect de la préparation mentale, on a parlé de l'aspect accompagnement psychologique. Le deuxième aspect, c'est l'optimisation de la performance, donc c'est ce qui est le plus connu. Ça va être vraiment aider à optimiser des petits paramètres, des détails qui vont aider le sportif à atteindre ses objectifs et à s'épanouir dans son activité. Et donc là, on va travailler sur les habiletés mentales. Et ces habiletés mentales, si on fait le transfert sur de la préparation physique, ça va être toutes les qualités physiques qu'on peut développer, mais au niveau mental, comme je sais pas, la souplesse, la résistance, la force de doigt. Et au niveau mental, on va avoir la même chose avec la visualisation, la concentration, le contrôle des distractions, etc. Donc je reviens au comment faire. Donc ça va vraiment être quelque chose sur du long terme, où on va rechercher l'autonomie de la personne quand on intervient en préparation mentale et en travaillant autour des problématiques du grimpeur par rapport à ses objectifs. Il faut savoir que ce ne sera jamais de la magie. J'adorerais faire des conférences sur la magie et les déclics miracles, mais malheureusement, ce n'est pas inventé encore. Donc voilà, c'est du travail, c'est de la répétition comme l'entraînement. Si vous vouliez gagner de la force de doigt en faisant 2 fois dans l'année de la poutre, ça ne fonctionnerait pas. Il faut en faire régulièrement, planifier votre travail, l'organiser par rapport aux périodes où vous voulez être en forme pour avoir des gains. La préparation mentale, ça va être la même chose. Donc on va parler fixation d'objectifs. On rentre sur les habiletés mentales, c'est les points sur lesquels on peut travailler en préparation mentale pour optimiser sa performance justement. Donc est-ce que vous fixez quotidiennement des objectifs pour vos entraînements et pour votre saison qui vous poussent à vous investir plus intensément dans l'escalade? Oui, non? Ok. Alors, pour ceux qui ne se fixent pas d'objectifs, justement, voilà comment vous pouvez faire. Donc un objectif, on va voir les différents critères. Il faut que pour vous, il soit le plus motivant possible. Il faut qu'il soit également le plus précis possible. C'est-à-dire que si vous partez dans une voie et que votre objectif c'est bien grimper, c'est très très bien déjà, mais c'est pas assez précis. Qu'est-ce que c'est pour vous que bien grimper? On va vraiment chercher à préciser au maximum vos objectifs pour pouvoir ensuite, je vais sauter quelques points, mais les rendre mesurables et les mesurer une fois l'échéance passée. Si vos objectifs ne sont pas mesurables et ne sont pas mesurés, c'est comme s'ils avaient servi à rien. Ensuite, il faut trouver un compromis entre la difficulté de l'objectif et son aspect réalisable. À quel point est-ce que c'est un challenge de l'atteindre, mais à quel point est-ce que c'est quand même possible? Si mon objectif c'est d'être champion du monde la saison prochaine, c'est difficile, c'est bien, mais par contre c'est pas réaliste du tout.
Si par contre mon objectif c'est de finir cette conférence sans me barrer en courant, et ben c'est réaliste, mais c'est pas assez difficile pour être un challenge. Donc il faut vraiment trouver ce compromis entre les deux. Donc la mesurabilité, on l'a vu. Ensuite, il faut organiser vos objectifs dans le temps, selon leur difficulté d'atteinte, en objectifs principaux et en sous-objectifs. Mais il faut aussi les organiser en fonction de leur complexité d'atteinte. Par exemple, on va pouvoir avoir pendant la saison des objectifs en préparation physique, et puis rajouter des petits éléments jusqu'à pouvoir enchaîner votre projet de l'été un an après. Et ça, il faut que ce soit organisé en amont. Et ensuite, il faut qu'il soit investi avec intensité. Donc ça veut dire qu'il faut que vous y mettiez de l'énergie dans ces objectifs. Vous les fixez, ça ne suffira pas. Il va vraiment falloir travailler dessus, y revenir, voir où vous en êtes, pour pouvoir vous rapprocher de leur atteinte ou réévaluer vos objectifs. Donc ce que vous pourriez faire, on ne va pas avoir le temps de le faire, mais ça va être, ce serait là, en 4 minutes par exemple, noter le plus possible d'objectifs que vous avez, que ce soit en escalade ou à côté. Et puis après, pendant 1 minute, donc d'abord à 3 mois, en 1 minute, les ordonner, voir dans l'ordre de priorité, dans l'ordre d'importance pour vous, lesquels est-ce que vous voulez vraiment atteindre. Et puis on pourrait faire la même chose à 6 mois, 1 an et à très long terme. Donc ça, c'est un très bon premier exercice pour la fixation d'objectifs. Et ensuite, ces objectifs qu'on a fixés là, on peut les placer dans un carnet de fixation de buts, donc les replacer sur des calendriers, sur des frises chronologiques, et aller mesurer leur atteinte régulièrement pour voir où on en est. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au carnet de fixation. Ah oui, et aller jusqu'à la fixation d'objectifs à la séance pour vous investir au maximum dans chaque séance. Donc là, on va pas changer le monde à chaque fois qu'on va grimper et qu'on a mis nos objectifs dans le carnet de séance. Mais par contre, ça va peut-être être des comportements de santé. Par exemple, je veux finir ma routine d'échauffement, je veux faire au moins 3 voies avant d'aller dans mon projet. Je veux boire mon litre et demi d'eau pendant la séance. Je veux faire ma routine de relaxation de fin de séance avant de partir de la salle. Ça peut être ça, ces objectifs. Et ça va permettre d'augmenter l'attention que vous portez à vos séances et d'optimiser les effets des séances pendant vos entraînements. Voilà. Alors, on va parler gestion des distractions. Est-ce qu'il vous arrive de trouver difficile de vous reconcentrer après une distraction ou un événement inhabituel pendant que vous grimpez? Donc on repasse sur les questions où je vois un petit peu où on en est. Ok. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que je crois que je ne suis pas hyper en avance. Mais en gros, il y a 4 styles attentionnels privilégiés. Donc c'est les 2 axes, interne, externe et étroit, large, qui vont définir ces styles attentionnels privilégiés. Donc externe, large, ça va être saisir des situations très complexes avec beaucoup d'informations et être concentré là-dessus pendant un certain temps. Externe, étroit, ça va être se focaliser sur quelque chose d'extérieur, mais très précis. Donc là, l'exemple, c'est un assureur qui nous donne les méthodes, les bips de départ en vitesse, ou par exemple en grande voie, quand on assure, on ne voit plus le grimpeur, et qu'on essaye d'écouter très attentivement les informations que le grimpeur va nous donner. Ensuite, il y a large et interne. Donc ça va être mettre en place une stratégie, par exemple quand on lit une voie et qu'on décide de ce qu'on va faire. Et ensuite, il y a interne étroit. Donc ça, c'est quand on est focalisé sur ses émotions, sur l'effort, les sensations corporelles, nos pensées, notre respiration, tout ça. En fait, on est tous plus ou moins à l'aise sur les 4, mais on a quand même un style privilégié. Et il faut savoir qu'en situation de stress, on va revenir par défaut sur notre style privilégié, même si ce n'est pas celui qui est le plus important. Par exemple, si j'ai peur et que je dois me concentrer sur ma respiration, et que mon style privilégié, il est là, et qu'en bas de la falaise, il y a un paquet de monde pas possible, et que ça parle, et qu'il y a de la musique, et tout plein de choses, et mon attention risque d'être déviée sur les distractions. Et là, l'enjeu, ça ne va pas être de chasser les distractions en demandant à tout le monde de se taire, ça va plutôt être capable de prendre conscience
de la distraction et de se reconcentrer le plus rapidement possible sur les éléments qui pour nous sont importants, à savoir du coup dans cette situation sa respiration qui est plutôt interne et étroite. Il y a plusieurs approches par rapport à ça. En ce moment, ce qui est le plus utilisé, le plus à la mode, c'est la pleine conscience. Avant la pleine conscience, il y avait ce qui est utilisé traditionnellement en préparation mentale depuis les années 70, et donc le cognitivisme. Là, l'idée, c'était qu'en fait, on pouvait prendre conscience d'une distraction, d'une pensée, d'une émotion, et qu'on pouvait, à l'aide d'ancrage ou d'autres techniques ou de switch, chasser la distraction, la pensée désagréable, l'émotion désagréable, et se reconcentrer sur ce qui était pertinent, ou changer carrément et passer par exemple de la peur à de la joie en serrant le poing. Ensuite, il y a des études sur ces méthodes qui ont été mises en place et qui ont mis en évidence les processus ironiques. Donc les processus ironiques, c'est le fait qu'on ne puisse pas ne pas penser à quelque chose. On connaît tous l'exemple de l'éléphant rose que je vais vous épargner. Donc en fait, à partir de ça, on s'est dit qu'on ne pouvait pas chasser les pensées et les émotions, et donc qu'il fallait plutôt en prendre conscience, et au lieu de les chasser, qu'il fallait apprendre à les identifier, les reconnaître, et à les accepter pour pouvoir mettre en place des stratégies de reconcentration qui sont adaptées. Donc les accepter, ça veut dire, au lieu de culpabiliser d'avoir peur, par exemple, en sachant que la peur, ça peut être une distraction, mais plutôt une distraction interne, du coup, au lieu d'essayer de chasser cette peur et d'avoir, je sais pas, de l'excitation d'aller dans un pas engagé, et ben ça va plutôt être se dire, ok, c'est transitoire, l'escalade, ça fait peur, c'est normal d'avoir peur. Quelles sont mes stratégies pour me reconcentrer sur ce qui est important pour moi? Et par exemple, ça pourrait être la respiration, ça pourrait être les sensations dans mes pieds, ça pourrait être, je sais pas, le vent, ça pourrait être la lecture de la suite. Là, ça va être vraiment, pour chaque personne, des choses différentes. Mais l'idée, c'est qu'on ne puisse pas chasser la peur et qu'il va plutôt falloir apprendre à grimper avec. Donc pour ça, on va pouvoir mettre en place des routines pré-performance, pratiquer régulièrement la pleine conscience. Donc c'est des formes de méditation et d'exercice qui renvoient à ce que j'ai expliqué ici, et mettre en place des routines de reconcentration que je vous expliquerai quand on parlera justement de la peur de la chute. Juste quelques clés pour construire une routine pré-performance. Donc une routine pré-performance, c'est une routine que vous allez mettre en place à chaque fois avant de grimper, quand vous voulez être performant, mais il faut qu'elle soit individualisée, il faut qu'elle vous parle, il faut qu'elle vous serve à quelque chose. Donc l'idée, ça va être d'analyser ce que vous faites. Donc avec de la vidéo, ça peut être super intéressant. Et noter tout ce que vous faites avant de grimper. Ensuite, vous allez clarifier les notes que vous avez prises par rapport à ce que vous faites avant de grimper. Par exemple, vous voyez bavarder, vous voyez mettre vos chaussons, vous voyez vous encorder, mettre la magnésie, relire la voix, souffler un grand coup, partir. Et juste avant de partir, à chaque fois, vous tapez les pieds comme ça, parce qu'une fois, vous avez fait ça et ça avait marché. Donc là, la clarification, c'est l'étape où on va enlever tout ce qui n'a pas réellement de sens, qui n'est pas forcément utile pour la performance. Et on va garder vraiment les éléments clés qui, pour nous, sont intéressants. Donc là, on passe sur cette partie-là, et on va chercher à savoir l'objectif de chaque comportement, qu'on va pouvoir écrire à côté du comportement. Et ensuite, on va associer ces comportements-là à un mot-clé. Par exemple, quand je relis la voix, l'objectif, c'est de la connaître par cœur. Donc là, je dis, ok, tu connais. Ensuite, je me frotte les mains pendant 1 minute avant de partir avec la magnésie liquide. Là, c'est pour avoir le maximum de sensations dans le bout de mes doigts et me sentir prêt à forcer. Donc là, je peux me dire, ok, tu sens les prises. Et après, avant de partir, j'ai mes 3 grandes respirations qui me permettent de m'activer et de me mettre à fond. Et donc là, je pourrais me dire, par exemple, aller à fond. Donc là, j'ai ma routine. Et ensuite, il va falloir l'entraîner. Et pour l'entraîner, on va pouvoir l'entraîner et en visualisation, on va parler de visualisation juste après, et l'entraîner au quotidien pour voir les éléments qu'on a envie de garder, les éléments qu'on a envie de sortir, s'il y a des choses qui servent à rien. Enfin voilà, il va falloir la travailler au fur et à mesure. En sachant qu'elle n'est jamais fixée dans le temps, mais par contre, si vous ne l'utilisez pas régulièrement et que vous l'utilisez juste un jour où vous êtes stressé, où vous avez envie d'être performant, si vous ne l'avez pas travaillé en amont, même si vous l'aviez bien décrite, elle ne sera pas utile.
Juste un petit détail, le fait d'associer le mot-clé au comportement, ça va renforcer le lien qu'il y a entre les deux et ça va permettre aussi de créer un fil rouge si jamais il y a une distraction dans votre préparation avant de grimper. C'est-à-dire que si vous êtes distrait, eh ben vous avez le mot-clé que vous avez pris l'habitude d'utiliser qui va vous rappeler au comportement que vous aviez déterminé comme adapté pour votre performance. Voilà pour la gestion des distractions. Ça, c'était un exemple de routine, donc avec l'observation, enfin, voilà, que je vous ai improvisé du coup. La visualisation. Donc la visualisation, voilà, encore une question, et c'est bientôt la fin des questions que je vous pose. Est-ce que vous arrivez à vous voir grimper de manière claire et à manipuler ces images à volonté? Ou est-ce que c'est un petit peu flou? Si vous y arrivez parfaitement, vous pouvez lever la main. Ok. Alors, pourquoi utiliser la visualisation? Donc, ce qui se passe quand on crée des images motrices, donc on se voit se déplacer mentalement, donc sans bouger, même sans mimer, c'est qu'en fait, tout de l'émission de l'information, donc qui est le cerveau, jusqu'au motoneurone qui va lui innerver le muscle, l'information va circuler. C'est juste le motoneurone qui ne va pas activer le muscle et donc il n'y a pas de mouvement qui va avoir lieu. Mais du coup, de travailler en visualisation, ça va vraiment permettre à votre corps et à tout votre système nerveux d'entraîner ce mouvement. Donc l'utilité de la visualisation, ça va être le perfectionnement technique et l'optimisation gestuelle, donc en répétant des mouvements qui nous posent problème, en répétant une voix qu'on travaille, en répétant mentalement une section qu'on n'a pas bien compris, ou en répétant mentalement, par exemple, quelque chose qu'on a réussi pour la première fois, mais dans lequel on est habituellement pas très à l'aise. Ensuite, ça va être intéressant pour la gestion de l'anxiété. Donc là, il peut y avoir plein de scénarios où on se voit dans des endroits tranquilles, où on va visualiser de la chaleur au niveau du ventre, plein de choses qui vont permettre de travailler sur la gestion de l'anxiété. Ça va permettre de travailler sur la gestion de l'activation, qu'on verra juste après, sur la confiance en soi, sur les peurs, sur les périodes de blessure et sur le renforcement des effets de la préparation physique, notamment via ce que je vous ai expliqué sur le système nerveux. Toutes les images qu'on va créer mentalement, elles passent par des informations qu'on a stockées en mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien inventer, même si on se projette dans le futur en imaginant quelque chose, une situation, on va faire que utiliser des informations qu'on a en mémoire. Donc là, j'imagine tout à l'heure, je vais m'asseoir sur la chaise. Je ne l'ai pas encore fait, mais je suis capable de l'imaginer assez précisément parce que j'ai déjà expérimenté cette situation un paquet de fois. C'est pour ça que ça va être important quand on pratique la visualisation, notamment pour du travail technique, d'alterner pratique, visualisation, peut-être retour vidéo, pour en fait enrichir les informations qu'on a en mémoire, notamment sensorielles, pour pouvoir visualiser de la manière la plus juste possible. Ensuite, il va falloir utiliser un paquet de registres sensoriels quand on visualise et être au plus juste sur tous. Donc j'ai mis 7, est-ce que je vais retrouver les 7? Auditif, visuel, olfactif, gustatif, et les émotions, les informations kinesthésiques, et du coup il m'en manque un. Voilà, j'ai planté. Mais en gros, il va falloir être au plus juste sur toutes les informations que vous apportez à vos images mentales. Donc vraiment, être capable d'entendre les sons, être capable de ressentir le goût que vous avez dans la bouche, être capable de ressentir les zones relâchées, les zones contractées de votre corps, être capable de ressentir les émotions que ça vous procure quand vous enchaînez la voix. Voilà, il va falloir être le plus riche possible au niveau des sens auxquels vous faites appel dans votre visualisation. Tous ces points-là, en fait, ça va permettre aux images que vous créez d'être très efficaces et d'avoir un impact d'autant plus important sur vos progrès à venir. Ensuite, les images, il faut qu'elles soient nettes, le plus nettes possible, donc c'est-à-dire pas floues, pas approximatives, et précises, c'est-à-dire les plus justes par rapport à la réalité. Par exemple, la distance entre deux prises, l'endroit où il y a un picot qui fait mal sur la peau, les sensations dans les pieds en haut de la longueur en dalle, le temps de votre visualisation qui doit être le plus proche
du temps de pratique. Donc il faut être capable de faire ça, même si parfois on va devoir aller plus vite. Mais en gros, il faut être vraiment à l'aise avec ces points-là. Ensuite, il faut être capable de passer d'une vision interne, comme si c'était moi, en voyant les choses comme si j'avais une GoPro sur la tête, et passer de l'extérieur comme si j'étais filmé. Il faut être capable de tourner autour de soi, il faut être peut-être capable de faire de l'accéléré, du ralenti, de la marche arrière, pour vraiment pouvoir manipuler ces images mentales à volonté et pouvoir ensuite vraiment mettre en place des exercices de travail adaptés. Et donc différentes perspectives, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se voit de l'intérieur ou on se voit de l'extérieur. Et ça, pareil, il faut être capable de faire les deux. Moi, j'aime bien faire travailler de l'intérieur pour se projeter dans la suite et plutôt se voir de l'extérieur pour de l'analyse. Je pense qu'il y a plein de façons de faire, mais c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de fonctionner. Pour la pratique de la visualisation, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc le zapping, ça c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échauffement, en début d'échauffement à deux. En gros, pendant 30 secondes par exemple, il y a un des deux grimpeurs de la cordée qui va demander à l'autre d'imaginer plein de choses à la suite. Par exemple, imagine toi marcher sur du sable. Imagine la sensation quand tu mets ta main dans ton sac à puff. Imagine l'odeur qu'il y a dans les toilettes de l'ENSA. Imaginez-vous le goût de ce que vous avez mangé ce soir. Imaginez la sensation que vous allez ressentir quand vous allez vous allonger dans votre lit ce soir. Enfin, voilà. On alterne comme ça et ça va permettre vraiment d'éveiller cette habileté de visualisation dans un premier temps. Et ensuite, ça va peut-être permettre de voir s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise, notamment au niveau des registres sensoriels. Si les odeurs des toilettes de l'ENSA, vous n'y arrivez pas, c'est certainement que vous n'êtes pas très à l'aise sur la visualisation olfactive. Voilà. Ensuite, des scénarios. Donc là, ça va être où on se voit avancer, on se voit grimper, on voit toute une situation en fait de A à Z. Et là, on va pouvoir voir des détails, se focaliser sur certains points. Et il va y avoir aussi des scénarios utilisés pour la relaxation derrière et plein de méthodes pour la relaxation. Ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et puis, on en reparle juste après. Et ensuite, ça, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est l'alternance de peut-être feedback de l'entraîneur, grimpe, travail vidéo, visualisation, pour vraiment aller étalonner toute notre visualisation. Et après, pendant l'entraînement, donc ça va être, par exemple, si on fait, je sais pas, de la poutre ou des tractions, et pendant les temps de repos, qui sont importants, on va pouvoir soit se voir faire l'exercice, soit on va pouvoir faire de la visualisation de grimpe pour faire plus rapidement le lien entre la séance de préparation physique et l'escalade. Un lien qui n'est pas toujours facile à faire. Voilà. Donc la gestion de l'activation. Est-ce que vous arrivez facilement à vous relaxer ou à vous activer pour atteindre un niveau d'activation optimal en fonction des besoins? Plus ou moins, pas beaucoup. Alors, la relaxation, c'est être capable de diminuer volontairement son niveau d'éveil physique et cognitif. Donc il y a vraiment un paquet, un monstre de méthodes. Il va y avoir plutôt des méthodes physiologiques qui vont plutôt aider à diminuer les tensions musculaires, optimiser la gestuelle. Donc je vous en ai mis plusieurs. Et ensuite, il va y avoir plutôt des méthodes cognitives qui vont également aider à réduire l'anxiété, mais aussi gérer les émotions et leur intensité. Donc il y a vraiment plein de méthodes. Dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'expérimenter plein de choses et de voir ce qui vous convient en fonction des moments. Par exemple, ça. Si vous le faites avant de grimper, le training autogène de Schultz, je suis d'avis que ce n'est pas une super bonne idée parce que vous risquez d'être vraiment très mou, plutôt prêt pour une sieste. Mais par contre, pour s'endormir, si on fait des insomnies, ça va être super efficace. Mais si on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir ce que ça nous fait.
Par contre, la relaxation progressive de Jacobson, ça va être une alternance de contraction musculaire et de relâchement, accompagnée de la respiration. Et ça, du coup, vu qu'on garde des contractions musculaires soutenues et fréquentes, et ben en fait, on va pouvoir diminuer les tensions musculaires, diminuer l'anxiété, mais en restant quand même actif et donc en étant encore capable de grimper. L'activation, du coup, c'est l'inverse. C'est être capable d'augmenter volontairement ce niveau d'éveil physique et cognitif. Donc là, il va y avoir plusieurs manières, notamment des méthodes respiratoires. Donc ce qui marche bien, c'est d'avoir des inspirations plus longues que les expirations, avec des expirations plutôt brèves, d'avoir un discours interne motivationnel qui vous donne de l'énergie. Donc c'est ce qu'on disait pour les routines pré-performance, peut-être allez, vas-y, à fond, enfin, voilà, des choses qui vous parlent à vous. Vous pouvez aussi faire appel à des images, à des souvenirs qui vous parlent et qui sont synonymes pour vous d'activation. Et après, avoir une gestuelle d'activation, ça va être hyper important. Beaucoup de monde se tape sur les cuisses ou bouge les bras. Vous verrez que si on combine plusieurs de ces méthodes, ça va vraiment avoir des effets intéressants. Voilà. Et comme pour la relaxation, c'est des choses que vous pouvez intégrer dans les routines pré-performance. On passe sur la gestion des peurs. Donc ça va reprendre un peu tout ce qu'on a vu. C'est le dernier point qu'on va voir. Et en fait, c'est quelque chose d'assez complexe. En escalade, souvent, par rapport à la peur de la chute, on fait pratiquer la chute. Et on m'a souvent demandé en fait, comment est-ce qu'on pouvait travailler sur la peur de la chute en escalade. Et vu que je viens de ce milieu et que moi aussi, quand j'avais peur, on m'a fait expérimenter la chute et que j'ai souvent vécu que ça, c'était délicat d'avoir une réponse directement qui allait au-delà. Donc c'est quelque chose auquel j'ai essayé de réfléchir pour proposer une approche un petit peu nouvelle. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur des fois ? Ok. Moi aussi. L'escalade, ça fait peur. En fait, on change de milieu, on s'arrache du sol, on tombe et on a peur. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas chercher à ne plus avoir peur. L'idée, c'est plutôt de savoir que l'escalade, c'est une activité qui provoque de la peur et de savoir grimper avec elle et être quand même performant avec cette peur, sans aller au casse-pipe parce qu'on arrive à grimper avec la peur tout le temps. Il n'y a pas de confusion entre le risque objectif et la peur. Voilà. Je ne sais pas si je m'embrouille. Donc l'idée, ça va être de décrire ce que vous vivez quand vous avez peur. Donc décrire un contexte. Dans quel contexte est-ce que vous avez peur en général ? Est-ce que c'est en bas des voies avant d'avoir clippé la première dégaine ? Est-ce que c'est en haut des voies ? Est-ce que c'est dans les rétablissements des toits ? Est-ce que c'est quand votre assureur il discute en bas ? Voilà. Dans quelle situation ? Et ensuite, de quoi est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur de vous faire mal ? Est-ce que vous avez peur de vous refaire mal parce que vous êtes déjà blessé ? Est-ce que vous avez peur de la sensation qui est très désagréable pour vous, cette sensation de perte de contrôle, de partir en arrière, d'accélération vers le bas ? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Est-ce que c'est le sens lié à la chute qui vous inquiète ? Si je tombe, ça veut dire que j'ai échoué. Donc est-ce que c'est l'échec qui vous fait peur ? Et ensuite, quand elle survient, est-ce que vous en avez conscience ? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser en même temps que je vous raconte comment est-ce qu'on décrit ce qui se passe. Est-ce que vous vous en rendez compte ou est-ce que vous partez dans on ne sait quel monde et que vous ne vous rendez pas compte que vous avez peur, ce qui est très possible. Et ensuite, si vous vous en rendez compte, quelle est votre posture ? Est-ce que vous acceptez d'avoir peur et pour vous c'est OK sur le moment ? Et du coup, vous prenez des décisions pour réussir à grimper, pour vous reconcentrer ? Ou est-ce que vous vous en voulez ? Est-ce que ça vous met en colère ? Est-ce que vous avez honte vis-à-vis de vos partenaires de grimpe ? Est-ce que vous ressentez de la culpabilité parce que ça fait plusieurs années que vous n'arrivez pas à vous donner en escalade ? Voilà. Quelle est votre posture vis-à-vis de cette peur ? Et ensuite, quelles sont les conséquences ? Donc au niveau des pensées,
Donc, est-ce que vous avez des doutes par rapport à la suite? Est-ce que vous n'arrivez plus à lire? Est-ce que ça vous paraît super dur ce qui suit? Est-ce que votre confiance en vous, elle diminue? Ensuite, les conséquences en termes d'émotions, donc les conséquences affectives. Est-ce que vous ressentez des émotions plutôt agréables ou désagréables? De l'excitation, de la colère, de la honte, de la culpabilité. Ça revient avec ce que je disais par rapport à la posture. Et ensuite, comment vous vous comportez face à cette peur? Donc, est-ce que vous êtes dans une rumination? Donc ça, c'est dans le cas où on n'a pas pris conscience de la peur. Donc là, on est vraiment dans de la rumination et ça va être très long pour se reconcentrer. Est-ce que vous êtes dans un état de sidération? Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau tourne à fond et le corps ne réagit plus. Donc c'est là qu'on se découvre des qualités de Conti extraordinaires en général, quand on reste bloqué sur le mur. Est-ce que vous adoptez des stratégies d'évitement? C'est-à-dire que vous faites prendre sec directement sans avoir réfléchi. Est-ce que si c'est en salle, vous prenez directement une prise d'une autre couleur? Est-ce que vous désescaladez? Voilà. Comment est-ce que vous évitez? Ou est-ce que vous vous reconcentrez et vous continuez à grimper, mais de manière lucide ou non? Parce que parfois, quand on a peur, on va continuer à y aller, on va aller à ce qu'on peut appeler au combat, mais sauf qu'on a perdu toute lucidité, et du coup, on ne fait pas long feu. Ou est-ce que vous arrivez à vous reconcentrer de manière adaptée, et du coup, malgré la peur, avec la peur, est-ce que vous arrivez quand même à grimper? Toujours, évidemment, si vous avez soit choisi d'accepter le danger, soit vous avez estimé qu'il n'y avait pas de danger objectif. Donc là, c'est un petit peu pour résumer ce que je viens de raconter. Donc, il y a la peur de la chute. De quoi est-ce que j'ai peur? De la blessure, des sensations liées à la chute ou du sens de la chute. Quelle est ma posture? Quelles sont les conséquences? À quel point est-ce que j'arrive à me reconcentrer? Et du coup, quelle est ma performance? Et du coup, par rapport à cette performance, ça ne s'arrête pas là, parce que ça va jouer sur la peur de la chute à l'essai suivant, ou dans la voie d'après. Donc ça, c'est un schéma qui permet, en remplissant, de décrire notre peur de la chute. Donc là, je l'ai rempli pour vous avec des exemples. Donc, il y a la peur de la chute. Normalement, ça, c'est rouge. Donc, j'ai peur de la blessure. En rouge, c'est le schéma subi, c'est ce qui se passe quand j'ai peur. J'en prends pas conscience. Du coup, je suis découragé, j'ai des doutes, je me dis que la suite, elle a l'air vraiment super dure. Et du coup, je me dis que je profite vraiment pas de ma journée d'escalade. Donc au niveau émotionnel, ce qui se passe, je suis frustré, je m'en veux parce que je profite pas, je suis en colère. Et ce qui se passe en termes de comportement, j'ai une première idée par rapport aux méthodes qui est la bonne, puis après j'hésite, j'analyse ce qui se passe, je relis, et puis finalement je désescalade et je descends. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est un exemple. L'idée ensuite, ça va être en parallèle de ce schéma subi, de déterminer un schéma souhaité. Donc, j'ai toujours peur de la blessure, mais cette fois, ce que j'aimerais, c'est en prendre conscience. Au niveau des pensées, j'aimerais essayer de me calmer, de me concentrer sur la suite, sur la section suivante. Au niveau émotionnel, j'aimerais avoir de l'excitation, une sensation de défi, de l'envie de dépassement. Et en termes de comportement, ce que j'aimerais, c'est aller vite me centrer sur la suite, en termes de méthode, et me focaliser sur l'instant présent en termes de sensations, et rester vraiment dans l'action, dans ce que je fais, et pas dans les conséquences de ce que je fais. Une fois que j'ai mis en parallèle ce schéma subi et ce schéma souhaité, je vais pouvoir associer au schéma souhaité des mots-clés. Si ça passe. Voilà. Donc, comme pour les routines pré-performance, là, ce que j'ai envie, c'est d'en prendre conscience. Donc, je décide de me le dire carrément à voix haute. Ok, j'ai peur. Voilà. Ensuite, vu que je voulais me calmer, analyser et lire la section suivante, le mot-clé que je mets, c'est « tu souffles ». Donc je me parle à moi-même, soit dans ma tête, soit à voix haute. Ensuite, là, j'ai envie de dépassement, sensation de défi. Le mot-clé que j'ai choisi pour moi, c'est « on se lance ». Et ensuite, en termes de comportement, ce que j'ai envie, c'est « fais le vide ». L'idée, ça va être d'entraîner ce schéma souhaité avec les mots-clés, comme on a entraîné les routines pré-performance, avec la pratique de la pleine conscience quotidienne, pas forcément liée à la peur de la chute, mais juste pour être capable de prendre conscience de ses états émotionnels et
pouvoir les accueillir quand ils surviennent et être capable de les accepter et être capable de se reconcentrer sur ce qui pour nous est intéressant. Donc ça, dans un premier temps, pratiquer la pleine conscience vraiment régulièrement. Ensuite, entraîner la routine de reconcentration, donc ce qu'on a vu juste avant, via la visualisation. Donc ça, on va pouvoir le faire en 3 temps. D'abord en confrontant le schéma subi dans une situation vécue, passée, avec le schéma souhaité. Donc mentalement, en visualisation, on revit une situation passée où on a eu peur, et ensuite on la revit en la transformant, en utilisant notre routine de reconcentration avec nos mots-clés, et on essaye de voir ce que ça fait. Donc ça, c'est le premier temps où on va pouvoir entraîner cette routine de reconcentration. Ensuite, on va pouvoir le faire en utilisant que la visualisation du schéma souhaité. Et ensuite, on va pouvoir le faire avec des situations qui ne sont pas passées, mais avec des situations à venir qu'on estime pouvoir nous faire peur. Donc soit les inventer, soit je sais que je vais mettre un essai dans mon projet, mais que en général, j'ai super peur quand je travaille la voix, quand je passe au-dessus du RETA. Et ben là, en imaginant l'enchaînement, je vais peut-être pouvoir m'imaginer grimper avec cette peur jusqu'au relais. Ensuite, il va falloir l'entraîner in situ, donc ça, on ne peut quand même pas y couper. Donc plutôt que d'aller à la chute en pratiquant le vol, l'idée, ça va être de trouver des situations dans lesquelles on peut avoir peur, qui sont évidemment pas dangereuses et qu'on choisit nous, qui ne sont pas imposées par une tierce personne. Éprouver cette peur et utiliser sa routine de reconcentration, puis continuer à grimper. Donc l'idée, c'est plus de chuter pour plus avoir peur, mais c'est de ne pas chuter, parce que c'est quand même l'objectif à la fin. Quand on grimpe, c'est pas de tomber dans tous les sens, c'est de réussir à grimper avec cette peur. Et ensuite, pratique de la routine au quotidien, c'est-à-dire continuer à la pratiquer quand on ressent la peur, utiliser nos mots-clés et essayer encore de grimper avec cette peur. Voilà, il ne s'agit pas juste de faire le travail un petit peu scolaire qu'on a vu avant, il va falloir l'entraîner dans la réalité. Et donc là, je vous ai présenté tout ça, mais l'idée, c'est pas non plus de bannir les écoles de vol, mais je pense qu'il faut être super soucieux, de 1, de la sécurité, de 2, du consentement de la personne qui va tomber. Donc c'est elle qui choisit de où elle saute, c'est elle qui choisit le mou qui est laissé, c'est elle qui choisit si elle finit par le faire ou pas, c'est elle qui choisit la hauteur. Et l'inversion aussi du rôle d'assureur et du rôle de grimpeur pour expérimenter aussi l'assurage et voir comment ça se passe, parce qu'il peut aussi y avoir des peurs liées au matériel ou aux méthodes d'assurage. Et tout le travail sur la dynamique de groupe qu'on a vu il y a un petit moment déjà, sur la dynamique de cordée, va être super intéressant aussi par rapport au travail sur la peur. Si on accepte ces émotions et qu'on accepte de les raconter à notre partenaire de grimpe, ça accélère grandement les choses par rapport à une situation où on n'ose pas du tout en parler et où on se sent jugé par l'assureur, par exemple. Je crois qu'on est à peu près au bout. Tac. Donc là, on a abordé quelques points. Je vous ai juste mis le sommaire du livre qui est ici. Donc voilà, qui reprend vraiment beaucoup plus de points, avec à chaque fois un apport théorique issu d'études scientifiques, avec des témoignages de grimpeurs de haut niveau et des exemples, et puis le plus possible d'exercices que vous pouvez appliquer à votre pratique directement, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'expérimenter là, mais voilà, vous avez tout le temps de vous y mettre après. Je confirme, pour l'avoir lu, c'est même des exercices que vous pouvez faire chez vous, pas forcément en séance d'entraînement ou en falaise. Donc c'est assez intéressant à faire, à expérimenter, quoi. Alors justement là, on a beaucoup vu la motivation, ce dont on doit mettre en place, mais on sait dans nos expériences personnelles qu'il peut y avoir, je ne sais pas si toi tu l'as constaté avec tes recherches, des profils types ou on va dire des constantes qui viennent régulièrement fragiliser le mental du grimpeur, de genre, d'âge. Est-ce que tu en as identifié et tu peux peut-être nous les expliquer ? Alors,
La question, elle est intéressante et elle intéresse en général beaucoup de monde, mais aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens où on peut être, en tant que préparateur mental, souvent sollicité pour de la détection de jeunes sportifs, donc de jeunes grimpeurs, et savoir s'il y aurait un profil de champion, un profil psychologique de champion pour recruter des très jeunes très forts et être sûr qu'ils vont percer. Du coup, ça pose un problème éthique de fonctionner comme ça. Mais du coup, dans le sens de ta question, moi, je dirais plutôt qu'on a tous des facilités et des difficultés au niveau mental qui vont être différentes et avec lesquelles on va devoir tous apprendre à jongler pour s'exprimer au mieux. Mais alors, je veux pas non plus éviter complètement la question. Il y a quand même des choses qui vont peser. Même si du coup je pense qu'il faut faire attention à pas dire bon bah voilà toi c'est foutu d'avance. Mais il y a quand même des choses qui vont peser. Donc il y a le contexte, donc l'entourage proche, les entraîneurs, les partenaires de grimpe. Donc ça va jouer sur comment est-ce qu'on est prêt mentalement à grimper, à être performant. Donc notamment le climat motivationnel qui est instauré dans un groupe. Donc est-ce qu'il va être plutôt autour de la compétition interindividuelle ou est-ce qu'il va plutôt être autour de l'émulation du groupe, le progrès individuel, tout ça. Ensuite il va y avoir des facteurs personnels quand même. Donc la motivation qu'on a. Donc est-ce qu'on a une passion obsessionnelle ou plutôt une passion harmonieuse. Ça va jouer aussi. Une passion obsessionnelle va permettre de vraiment progresser vite, mais par contre va être facteur de blessure hyper important. Et après, il y a un peu un mix du personnel et du contextuel qui va être un peu social. Donc, selon comment est-ce qu'on se ressent dans un contexte social, et ça va peut-être être plus facile d'accepter des failles de notre côté. Ou au contraire, ça va être très difficile de les accepter et de les verbaliser. Et du coup, en fonction de ça, on pourrait faire ressortir en fait des peurs ou une tendance à des peurs chez certaines personnes. Mais en fait, c'est juste que c'est plus accepté de ressentir ces émotions. Voilà. Je sais pas si c'est oui, non, mais on avait parlé avant pour clarifier un peu ce que tu dis de façon très théorique. C'est ce qu'il y avait, souvent on dit, une fille ça a plus peur de grimper en tête, quelqu'un d'âgé a plus peur de se faire une blessure, des parents ont plus peur d'engager, et en fait, toi, tu prends le contre-pied en disant non, on part pas de ces situations sociales ou de genre ou d'âge, mais on parle plutôt individuellement des peurs, des motivations, pour ne pas rendre ces caractéristiques une excuse, enfin une situation des fatalités, quoi. Donc c'est assez intéressant de pas du coup se focaliser là-dessus et de pas le prendre en même si c'est peut-être ça peut être une réalité, oui. Mais je trouve dommage de les voir comme définitives. Très bien. Et justement, là, on a vu comment se focaliser, mais des fois, on se blesse malgré une bonne préparation physique, mentale. Et on sait que c'est quelque chose chez le sportif qui a vécu une blessure douloureuse, on va dire, pas de la petite blessure, mais dans son activité, que ce soit l'escalade, le ski, de reprendre derrière de la performance notamment. C'est difficile. Quel conseil, justement, sur la préparation mentale, tu donnerais à quelqu'un qui s'est blessé pour revenir après une blessure ? Dans un premier temps, ça va être, on en a déjà un petit peu parlé, ça va être la posture qu'on a vis-à-vis de sa blessure. Donc ça va être arriver jusqu'à accepter sa blessure. Donc une blessure pour un sportif, ça peut être vécu, si on schématise un petit peu comme un deuil, avec une phase de déni, une phase de colère, une phase de négociation, en mode non mais c'est bon, je me suis pas fait si mal, je vais pouvoir y retourner, voilà. Et pour aboutir à la fin à une phase d'acceptation. Et l'idée, ça va être, dans un premier temps, pour pouvoir ensuite mettre des choses en place, d'accompagner le sportif et d'essayer soi-même, quand on est le sportif blessé, d'aller vers cette acceptation de sa blessure, pour ensuite travailler sur la refixation d'objectifs vis-à-vis de la blessure. Donc ça, c'est vraiment pour le retour à l'activité.
Donc la refixation d'objectifs après la blessure, la mise en place de comportements de santé. Peut-être qu'il y a des choses qui se faisaient pas et qu'il va falloir mettre en place. Peut-être qu'il y a des choses que la blessure va interdire. Enfin voilà, retravailler là-dessus. Et après, la peur de reblessure, elle est hyper importante, surtout quand il y a eu des blessures à répétition. Et en fait, on va pouvoir travailler sur la peur de la reblessure comme un peu sur les peurs de la chute, en reprenant le même schéma. Vraiment pour le côté très pratique, qu'est-ce qui me fait peur, de quoi j'ai peur, comment est-ce que je réagis quand je ressens cette peur. Mais on peut aussi rechercher les causes de la blessure en fonction de si c'était un accident ou si c'est une blessure d'usure. Et du coup, mettre en place des nouveaux comportements en fait, pour rationaliser et pour limiter l'incertitude autour de cette peur. Très bien. Et ici à l'ENSA, ça fait plusieurs années qu'on pense sur la question d'écouter ses émotions, son intuition, qui sont souvent tirées d'une expérience. Et il y a un outil qui est en train d'être mis en place qui s'appelle Guidos là-dessus, sur l'alpinisme. Et je me disais, quand est-ce que, donc hors peur, on en a parlé, hors danger rationnel, quand est-ce que des fois on a cette intuition qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, c'est le fameux « aujourd'hui je le sens pas ». Est-ce qu'on met ces techniques en place pour se remotiver? Quelle place tu donnes à l'intuition, que ce soit en haut niveau? Ah, j'ai pas tous les éléments qui sont réunis. Aujourd'hui, là, on ne sait pas l'expliquer, mais est-ce qu'on se remotive ou est-ce qu'on s'écoute? C'est assez dur à apporter une réponse qui prend tous les éléments en compte, surtout quand je sais qu'il commence à y avoir un outil qui le fait bien. Mais quand j'ai vu cette question, quand tu m'as parlé de ce point-là, j'ai imaginé encore comme la première question dans l'autre sens. S'il y a des mauvaises qu'on dit, mais mon partenaire il est fatigué, qu'il fait mauvais, qu'il n'y a pas les condis d'enneigement adaptés, mais par contre je le sens super bien. Est-ce que je me base sur mon intuition ou est-ce que je me base sur ce qui est rationnel? Et du coup, là, dans cette situation-là, moi j'ai l'impression qu'il faut se baser sur ce qui est rationnel et se dire, peut-être moi je me sens super bien et du coup, il faut y aller. Mais si on le retourne encore dans le sens de ta question, si je le sens pas alors que tous les éléments extérieurs disent qu'il faut y aller, et je suis pas sûr qu'il faille y aller quand même, et je pense qu'il faut plutôt s'écouter. Mais je suis pas hyper familier avec ses intuitions, les signes, tout ça, mais je pense qu'en fait c'est des paramètres objectifs, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et je pense que on en parlait un petit peu, mais du coup de discuter, peut-être de lister les choses qui font, de pourquoi on le sent pas, pourquoi est-ce que là on n'a pas envie d'y aller. Je pense que c'est important et que du coup ça permet d'objectiver et de rationaliser l'intuition qui est impalpable et du coup de la faire vraiment peser avec de l'argumentation face aux condis qui sont parfaites. Voilà. Et du coup, non mais ça revient sur une autre question, je crois. Et une dernière question avant de prendre vos questions. On a ici des professionnels qui encadrent donc en cordée. Tu as parlé de la dynamique de cordée, du lien social, mais ici on est amené à les stagiaires, les aspirants, les guides diplômés, etc., à être sur une cordée avec quelqu'un qui découvre. Ils peuvent aussi découvrir donc dans la pratique des angoisses ou un stress pas forcément explicable, pas forcément raisonné. Quel conseil, là on s'exporte un peu, on a beaucoup parlé de la préparation mentale pour soi, et là le mental du grimpeur qu'on accompagne et qui a une grosse situation de blocage, pas forcément dans le milieu pro, ça vous est peut-être déjà arrivé avec un compagnon de cordée, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour débloquer ces situations qui sont mentales?
Alors ces situations de blocage, justement, ça va être souvent des manifestations de l'anxiété. Et du coup, elles découlent de plusieurs choses, mais notamment le fait qu'on estime nos ressources, nos capacités inférieures à la demande, en fait. Donc à l'enjeu, à ce qui va se passer. Donc on a l'impression, ça peut être vrai, ça peut être faux, qu'on n'est pas en capacité de répondre à la situation. Et ça, c'est une des choses qui va provoquer de l'anxiété. Donc je pense que dans la situation où on accompagne quelqu'un, soit professionnellement, soit en amateur, ça va être intéressant en fait normalement, on est en capacité de répondre à la situation si on enlève tout problème, si ça se passe bien, quoi. Sauf s'il y a peut-être un... Je sais pas si je suis clair. Non, je suis pas clair. S'il y a un gros pépin d'un coup et que là, du coup, on ne sait plus faire et que du coup, c'est l'autre qui doit prendre le lead, là, on peut ne plus être en situation de répondre et être stressé. Mais on prend une situation où tout se déroule bien, il n'y a pas forcément d'accro. Normalement, on est en capacité pour faire face à la situation parce qu'on a appris à faire certaines choses, on maîtrise des manips, on maîtrise pas mal de choses. Et ce qui peut être bien justement de faire dans ces situations où la personne qu'on accompagne se met à être très anxieuse et à se bloquer, bah, ça peut être faire un check justement de tout ce qu'on sait faire dans cette situation. Par exemple, je sais pas, j'imagine on emmène quelqu'un, il y a un rappel. Et là, la personne, c'est un rappel qui est un peu impressionnant. On est sur une vire, il faut partir, et puis après, on voit pas trop où ça file. Et bah, peut-être demander à la personne de lister les choses qu'elle sait faire, voilà, pour vraiment revenir sur du concret et sur ses capacités, pour remettre de la valeur à ce qu'on sait faire en face de la situation qui nous paraît impressionnante. Ça, c'est la première chose. Et puis après, ça va être vraiment dans la façon de discuter, peut-être plutôt discuter avec des questions et la voix qu'on utilise. Voilà. Et après, sinon, bah, l'anxiété, on peut jouer dessus avec de la respiration, des techniques de respiration abdominale, peut-être des ancrages qu'on a pu mettre avant si on sait que ça nous arrive régulièrement. Voilà, c'est associé à un geste, à un état psychologique dans lequel on veut être. Voilà, c'est plein de petites techniques qui peuvent venir en complément. Là. Merci beaucoup. Là, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et je vais juste vous demander d'utiliser le micro comme on enregistre aussi le son. Moi, je me demandais, on parlait tout à l'heure des objectifs qu'on se fixait, qu'il fallait pouvoir les mesurer. De la même manière, quand on met en place un entraînement mental sur un grimpeur qui vise la performance, comment, en tant qu'entraîneur, on va mesurer l'efficacité de la méthode qu'on a utilisée? Par quels outils et avec quels moyens? Alors, l'efficacité de l'outil, enfin de ce qu'on a mis en place en tant qu'entraîneur. Du coup, en tant qu'entraîneur, on peut se fixer des objectifs aussi. Donc, comme pour le grimpeur, il peut y avoir des objectifs de résultats, mais il va falloir aussi et surtout des objectifs de maîtrise, de choses qu'on peut mettre en place. La préparation mentale, elle est super intéressante pour les entraîneurs aussi, d'ailleurs. Donc, les objectifs qu'on va se fixer en tant qu'entraîneur, ça va peut-être l'emploi de certaines méthodes d'entraînement, essayer telle ou telle chose. Et puis, on va se dire, là, j'aimerais bien atteindre tel résultat physiquement chez le sportif, sans parler forcément de résultats. Mais voilà, et en plus, ça peut rejoindre les objectifs du grimpeur également. Si par exemple, je sais pas, sur des objectifs en préparation physique, le grimpeur a tels objectifs, en tant qu'entraîneur, on va pouvoir voir si on l'a aidé à les atteindre ou non, de cette manière. Donc là, on va pouvoir voir l'efficacité de notre méthode. Et après, faire le lien avec la performance. En tant qu'entraîneur, c'est toujours grisant de voir qu'il y a des résultats chez les sportifs qu'on entraîne. Mais la performance, je trouve qu'elle est vraiment ultra complexe. Enfin, elle est ultra complexe. Et c'est délicat de faire le lien direct entre notre intervention et la performance du grimpeur. Donc pour mesurer notre efficacité, ça va plutôt être voir est-ce qu'on amène le sportif à, de un, s'épanouir dans sa pratique,
et ce qui se passe à côté. Et de 2, est-ce qu'on l'amène à atteindre ses objectifs de maîtrise sans forcément atteindre des objectifs de résultat. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Moi, c'était par rapport aux techniques de visualisation. Il y a une partie où on est censé ressentir à nouveau ce qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des techniques où, un mouvement qu'on ne sait pas faire, où on ne connaît pas la sensation, est-ce que c'est possible de l'imaginer pour l'ancrer dans son corps alors qu'on ne le connaît pas? De savoir si c'est le bon. En fait, même si on l'a jamais fait, on va pouvoir anticiper de par toutes les informations qu'on a en mémoire. Donc on va pouvoir reconstruire la situation en amont, mais c'est carrément possible et carrément souhaitable en fait. Par exemple, si on prend le cas de l'escalade, on a un bloc nouveau à grimper, avec on lit un mouvement qu'on n'a jamais fait, qui nous surprend. On voit qu'il faut faire ça, mais on n'a jamais expérimenté ça. Et du coup, de visualiser et de répéter en amont et de se préparer à comment on anticipe ressentir les choses et voir même imaginer comment ça pourrait se passer et comment on pourrait se réadapter, ça va être hyper intéressant. Ouais. En fait, même si quand je disais que c'était des informations stockées en mémoire qui nous aidaient à construire les images, ça ne veut pas dire qu'on a forcément déjà été confronté à exactement cette situation, mais à partir de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on a vécu, l'idée c'est de construire des situations qui n'ont pas forcément eu lieu déjà, de la manière la plus précise possible. Du coup, il y a quelque chose que j'ai expérimenté, et en parlant avec des amis, j'ai l'impression que je n'étais pas la seule, c'est d'aller à une séance en se sentant hyper fatiguée, en se disant « ouais, en fait, j'y vais pas, je suis trop crevée », et qu'en fait, au final, ça se passe vraiment très bien, et qu'il y a comme un relâchement au niveau mental qui permet d'être moins dans le stress. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose sur lequel tu t'étais penché ou pas. Je l'ai déjà bien vécu, d'arriver éclaté et que finalement ça se passe très bien. Comme ça, j'ai pas de... Si, ça me fait penser au comportement d'auto-handicap et aux stratégies d'auto-handicap. En fait, c'est ce qu'on va mettre en place volontairement ou pas volontairement pour se trouver une excuse en amont, voilà, si on réussit ou si on rate. Je dis pas que c'est le cas dans lequel tu étais. Mais par contre, en fait, quand on est dans une situation où on est fatigué, en fait, si on échoue, c'est normal. Et si ça se passe bien, c'est vraiment agréable parce qu'on s'est bien senti malgré un état qui n'était pas du tout adapté à la performance. Et du coup, le fait d'arriver à une séance fatiguée peut permettre d'évacuer une certaine pression qu'on peut avoir vis-à-vis de l'issue de la séance, en fait. Même si ce n'est pas une séance très importante, en fait, on n'a pas d'attente vis-à-vis de comment ça va se passer. Et du coup, ça peut le fait que cette pression soit évacuée, faire qu'en fait, on va grimper super bien. Mais par contre, c'est pas un conseil non plus de dire arriver fatigué exprès pour mieux grimper. Bon, en parlant de fatigue, on va poursuivre les échanges avec ceux qui le voudront avec Léo ici et avec son livre. Je voulais vous remercier d'être venus. S'il y en a qui veulent avoir les prochains thèmes des conférences de l'ENSA, vous pouvez nous laisser votre mail, on vous envoie que ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je remercie vraiment Léo d'être venu ici nous parler de tout ça. Je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier. Merci beaucoup Léo.